bon, je suis Sam Wiesmann, je viens de Bruxelles, capitale de l'Europe, il paraît. En tout cas, il y a beaucoup d'institutions européennes, il y en a beaucoup. Mais bon, nous avons pris l'initiative de créer le BEOC. La première initiative a été lancée en 1979, 79 pour les Belges. Et c'était un congrès, une triennale de la voie registre internationale où on a dit qu'il est absolument indispensable qu'on crée un outil de lobbying et d'expertise au niveau européen sur le thème objection de conscience, donc au niveau juridique, politique, etc. Et alors on a mis ça en place avec une association internationale, le droit belge, très officielle, signée par arrêté royal, notre grand souverain a signé les statuts du BEOC pour les publier au ministère belge, donc ça a été toute une affaire, on s'est passé au gouvernement, donc on est reconnu. Et donc, c'était surtout avec Hein van Weyck, qui était un avocat hollandais, avec Gert Groene, malheureusement aussi décédé, trop jeune, il y a 10 ans, et puis Jean Van Leer, une grande figure belge de l'option de conscience, mais aussi au niveau international. Et on a dit, bon, ben maintenant on va mettre en place ce bureau européen avec ce statut international, et donc on a pu associer directement, dès le démarrage, des personnes, des vétérans qui sont présents parmi nous, et bon, c'est Maurice Montet, c'est Claude Burel, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres, mais donc il y avait parmi les représentants des associations, les Quakers au niveau européen, le service civil international, l'Église protestante allemande, c'est pas peu, il y avait la voie registre internationale, l'IFOR, le Mouvement international de réconciliation, des organisations au niveau national aussi. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais même pour dire que c'était assez large, et aussi des gens qui ne sont pas objecteurs de conscience, hein, des personnes qui sont des scientifiques ou des hommes politiques. On avait des parlementaires européens, il y avait le président du groupe socialiste du Parlement européen qui était un des fondateurs aussi, cofondateur du BEOC. On avait Maria Antonietta Mazzocchi, qui était parlementaire européenne et qui a été le premier rapporteur qui a mené la première résolution au Parlement européen sur l'objection de conscience. Bon, mais tous ces gens se retrouvaient dans les fondateurs du BEOC. Et voilà, et je crois qu'entre-temps, on a fait des progrès énormes, parce qu'on a pu, avec ce travail de relations politiques et d'expertise sur le plan juridique, quand même permis d'insérer le droit à l'objection de conscience dans les textes européens, puisque maintenant, dans le traité de l'Union européenne, ça figure explicitement. On a des décisions aussi au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne aussi qui disent clairement que l'objection de conscience au service militaire est un droit fondamental. Et donc tout ça nous aide dans notre travail à long terme. Mais c'est-à-dire le problème, c'est que ce travail de lobbying, l'advocacy, ça ne se fait pas en 6 mois, en 1 an. C'est un travail de longue haleine, où il faut répéter les contacts, répéter les arguments. Et bon, et donc aboutir jusqu'à mettre ça dans les traités de l'Union européenne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail, de relations de confiance avec les parlementaires européens, avec les fonctionnaires européens, pour qu'on arrive à ce genre de résultats. Bon, et la lutte continue. Je dirais qu'on se trouve dans une situation, un moment charnière aujourd'hui, puisqu'autant le service militaire était en pleine disparition grâce à ce grand moment de paix qui s'est créé, où on a vu les budgets militaires diminuer, hein, et la relation Est-Ouest qui se sont dégelées, etc. Et donc finalement, le service militaire a disparu, pays après pays. Et il n'en restait plus que 6 pays de l'Union européenne sur les 27, ce qui est très peu. Et donc, le thème de l'objection de conscience devenait finalement plus politiquement tellement important, puisque le service militaire était en disparition. Et maintenant, on voit le changement fondamental en une fois, en très peu de temps, hein, l'invasion russe de l'Ukraine, violation du droit international, la peur de tous ces États qui confinent à côté de l'Union soviétique, enfin de la Russie, la peur des Finlandais
Et directement, c'est les Finlandais qui avaient une tradition pacifiste de neutralité. Moi, j'étais étonné, on a eu une réunion du BEOC, c'était en septembre, Helsinki, et on a vu ce changement d'attitude dans la population finlandaise, qui sont passés à 90, à 95% en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Et on me dit oui, même les bombes atomiques américaines sont les bienvenues sur notre sol. Donc on se retrouve donc avec un nouveau défi pour nos petites organisations nationales, nos petites organisations internationales. Et donc, bon courage à nous tous, à vous tous, parce qu'on aura besoin de travailler encore beaucoup. Merci. Pour la péniche alternat. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire de spécial. Donc on travaille avec Eric et en fait c'est lui le capitaine et c'est lui qui fait beaucoup de choses, voire tout. Donc félicitations. Voilà, salut. Mathéo. Bonjour à tout le monde, je suis content d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Mathéo, je suis étudiant en sociologie. Je suis Eric depuis 3 ans sur l'alternat et il m'a fait rentrer petit à petit dans le CCSC que je découvre et que j'aime beaucoup. Donc merci d'être de tout ça. Merci. Edgar. Oui, objecteur dans la fin des années 70, comme dirait Sam, 70, insoumis Office national des forêts. J'ai fait mon service civil pas très loin d'ici, une demi-heure environ en voiture. Et puis j'ai participé à la création d'un centre d'alternative à la défense, qui est aussi très proche. Et voilà, je connais Eric depuis 45 ans, à peu près, si c'est pas plus. Et anciennement membre du MIR, et puis toujours abonné à Gardarem-le-Larzac, si ça vous dit quelque chose. Merci Edgar. Alors bonjour, je suis Tuğçe, je suis originaire de Turquie. Par contre, j'habite en France et normalement je milite pour l'antimilitarisme, mais le souci c'est qu'en fait je suis en contact avec l'association en Turquie. Vous connaissez les membres, mais comme j'habite en France, je ne sais pas tout le temps, en fait, je ne joue pas trop. Mais je fais autant que possible, les traductions, etc. Et on a fait un camp antimilitariste ici. C'est comme ça on s'est connus avec Eric il y a quand même longtemps. Quelques années. Oui, quelques années. International, du coup, européen, oui. Espagnol, Allemagne. C'était vraiment très bien passé. On voulait faire encore un deuxième. Ouais. Jusqu'ici, on n'a pas réussi. Peut-être tu peux préciser, tu as un parcours universitaire en France Oui. Par contre, c'est sûr, en fait, vous connaissez peut-être plus Ercan. Moi, en fait, j'ai fait une étude sur la culture Internet. Par contre, lui, il a travaillé exactement sur l'objection de conscience. Il vient de finir son mémoire à l'EHESS sur l'objection de conscience en Turquie. Il a fait des entretiens, on peut dire, il a fait un travail de l'histoire orale avec les objecteurs de conscience en Turquie, plus de 30 personnes, plus de 30 entretiens. Donc, il compte le publier aussi en français. Il va tout d'abord publier en turc, ensuite en français, je crois. Et Ercan, donc un objecteur de conscience kurde de Turquie, qu'on a hébergé pendant 2 ans ici sur le bateau. Et par ailleurs, comment s'appelle son professeur d'histoire à l'EHESS? Hamid Bozarslan. Voilà, ça, qui est membre du comité de lecture de la revue Esprit. Oui, justement. Et Ercan est une des figures importantes de l'objection de conscience en Turquie, où il y a toujours le service militaire obligatoire. Ouais. Avec un parcours personnel, me permet de le préciser, où il était en tant que militant kurde, il a fait de la prison. Et par ailleurs, ensuite, il y a eu une véritable démarche autour de l'objection de conscience pour sortir de la tentation d'une résistance armée et de toute la répression que ça génère. En fait. Derek, merci beaucoup. Oui, je suis Derek, d'origine écossaise, mais j'habite à Genève depuis 30 ans maintenant, où j'ai fait de lobbying aux Nations Unies pour l'international
de conscience et les impôts pour la paix, qui est une organisation des objecteurs de conscience à payer les impôts pour les dépenses militaires ou de avoir leurs impôts attribués aux dépenses militaires, et pendant quelques années aussi pour MIR, il y a quelques années. Et maintenant, depuis 20 ans, j'ai connu le BEOC, et maintenant j'ai la responsabilité de cet énorme rapport annuel. C'est du boulot. 200 pages. 200 pages. Pas moi. C'est pas tout le monde. Il faut coordonner. Pierre. Yes, in English. I'm Piet Derflinger, originally from South Africa. I left the country because of military service. That was apartheid regime at that time. We were at war, outside the country, inside the country, in the townships. My option would have been 8 years prison and being beaten up, maybe to death. So I left, yeah, and I came to Europe. I acquired Swiss citizenship and was forced to enter the army. So then I objected the Swiss army, and that's how I came into this work. I joined a group of counselors in Basel and did voluntary work there for many years. And then I was asked to join the movement in Zurich. That was a big office doing thousands of counseling every year, between 4,000 and 6,000 counselings every year. And I worked there for many years, and I also ran the shop, doing lobbying, and we lobbied successfully for conscientious objection being recognized in the Swiss law. And that was in 1996. And up till then, hundreds of young men were in prison in Switzerland for 12 months, 14 months. So it was necessary to do that work. And now I'm still doing some work in that direction. I founded a federation of organizations in Switzerland interested in civilian service. That's called CVIVA. It's about 100 organizations. And I am on the board of CVIVA. Now we mostly do lobby work, but we do some counseling too. And I've been in EPCO since about 20 years. Yeah. Long story. Yeah, well, it's just as nice as in the beginning. Yeah. Thank you very much. Jacques, alors Jacques qui habite le quartier. Voilà, j'habite le quartier. Tu fais l'amitié en tant que voisin, engagé dans l'association du quartier, d'être là, et peut-être tu veux nous dire deux mots, et notamment l'intérêt que tu portes au sujet qu'on aborde. Non, c'était pour voir ce film sur l'Algérie, quoi, c'est tout. Ouais. Un grand gâchis, quoi. Un grand gâchis. C'est vraiment dommage. Quand on voit ce qui se passe, justement, il y a des personnes de Grèce et de Turquie. Quand on voit ce qui se passe à Chypre, c'est pareil. Hein. C'est vraiment pareil. Hein. Bon, je suis allé à Chypre Nord, à Chypre Sud. À Chypre Nord, c'est deux mondes différents. Hein. Vraiment. Et ça va continuer, quoi. Bref. Merci pour du coup ta présence. Donc c'est toi qui représente l'ensemble des habitants de Juvisy ce soir. Conscience. Voilà.
On a fondé. Les années 80. Que dire de plus? Et professionnellement, j'ai continué un peu dans les mouvements et beaucoup de travail où je retrouvais Eric sur le service civique en France depuis 12 ans. Et puis effectivement, la thématique comme le service national universel peut nous faire réagir, réfléchir. À titre personnel, c'est évident. À titre collectif et associatif, c'est souvent plus compliqué. Parce que des points de vue ou des engagements peuvent être, ou voire des pressions de l'État ou de ses représentants peuvent être compliqués. Voilà, pas tellement plus. Merci Sophie. Alors Sophie, j'ai connu Eric parce que j'ai travaillé avec lui, je travaille pour l'État, le ministère Jeunesse et Sport, et donc là je fais du partenariat avec les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc je suis une fan d'éducation populaire et de jeunesse aussi. Et donc on échange énormément avec Eric, je suis actrice de liens. Voilà, parce que je connais beaucoup de gens dans plein de domaines différents. Voilà, merci Eric. Alors, merci à toi Sophie, et j'en profite pour dire que ça fait du bien quand l'État a un visage humain. Et je sais que de l'intérieur, c'est vraiment pas facile, et donc c'est d'autant plus remarquable. Justement, moi je suis là grâce à Sophie, parce qu'on m'a parlé de cette projection sur la guerre d'Algérie. Moi je suis auteur de pièces de théâtre. Une de mes dernières pièces aborde justement la guerre d'Algérie et la position du FLN en 62, voilà. Et notamment, je parle aussi des événements de métro Charonne, le 8 février 1962. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Je n'étais pas vraiment au courant enfin je connaissais quelques objets de circonstances, mais je n'ai pas vu de film là-dessus. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu as des liens familiaux avec l'Algérie, c'est ça? Non, pas du tout. Non, d'accord, ok. Guido? Guido Grunewald from Germany, German Peace Society, United War Resisters. I arrived by train. Laconique. Moi je suis objecteur de conscience des années 80. Un peu plus tard que moi, quand même. Ma première session de formation sur l'objection, je l'ai faite à la Forge, dont Edgar était le responsable, avec Claude, qui était l'animateur de la session. Donc c'est des souvenirs. Donc Eric, on se connaît depuis aussi. Donc je suis au MI, au moment de la réconciliation en France, et aussi à l'IFOR, qui est l'internationale anglaise, donc l'International Fellowship of Reconciliation, qui est l'international du MI, aussi au BO. Historien par ailleurs, et j'enseigne l'histoire de la non-violence dans mon université. Finland. I'm from the Union of Conscience of Sexers of Finland, and I've seen some of you, but not all. So hi, quite tired. Good to be here. Yes. Sorry. No. Well, snow in Finland, yes. But yes. On va essayer de faire court, contrairement à ma réputation. Donc Claude, je suis objecteur formellement depuis fin septembre 62, puisque j'ai été arrêté le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre. J'ai fait 15 mois de prison jusqu'au vote du statut en décembre 63. Puis j'ai été libéré contre toute attente le 14 juillet 1960. Pour le 14 juillet, peu après le 14 juillet 1964. Donc je ne suis jamais allé à Brignoles avec des copains
la première affectation des objecteurs après le vote du statut. Depuis, je suis resté, j'ai baigné dans l'objection, puisque j'ai participé à la fondation du comité de coordination pour le service civil avec le SCI, puisque dans un premier temps, c'était le SCI qui gérait la totalité des objecteurs, tâche trop lourde pour le secrétariat, donc il a été décidé de réunir l'ensemble des associations, enfin le plus possible des associations accueillant les objecteurs au sein d'un comité qui s'est appelé le comité de coordination pour le service civil. Ce qui a duré jusqu'en 1996, quand le service militaire a disparu. Ensuite, j'ai participé à la fondation du BEOC, comme Sam l'a rappelé tout à l'heure. Et puis voilà, depuis, je continue au sein du BEOC. Merci Claude. Maurice? Oui, alors, pardon. Moi, j'ai été objecteur en 1965. Je suis toujours secrétaire de l'Union pacifiste de France, qui est la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Contrairement à Claude, j'ai eu de la chance parce que en 1965, il existait déjà depuis 1963 le statut des objecteurs. Mais j'en ai été informé tard. J'ai rencontré notre ami Louis Lecoing, le père des objecteurs en France. Mais il m'a dit, de toute façon, tu soutiendras, mais tu es fort clos. C'est trop tard, il fallait faire sa demande avant la fin du mois de janvier. Et moi, je l'avais faite en septembre, après les vacances, tranquillement. Et je devais donc être condamné par un ou deux ans de prison, parce que le colonel de la caserne m'avait dit, bon, de toute façon, vous êtes fort clos. Et ça m'avait été, donc, la demande de statut était refusée. Mais, comme il y avait une visite médicale, ils m'ont dit, oui, mais vous avez la colonne vertébrale tordue. S'il faut scoliose, quoi. Hein. Donc, ils m'ont réformé. Alors, j'ai dit au colonel, mais j'étais prêt à aller jusqu'au bout, je suis objecteur. Ils m'ont dit, non, on ne veut pas de vous n'êtes pas assez costaud. Ah bon. Alors, ce qui fait après que j'ai trouvé que c'était pas très juste, parce qu'il y avait des objecteurs en prison. Je savais qu'il y en avait dans beaucoup de pays du monde. J'ai dit, il faut que je rachète ça un petit peu. Hein, ce qui fait que j'ai consacré une grande partie de ma vie, en plus de mon travail et de la famille, au soutien des objecteurs dans le monde entier qui n'avaient pas eu la chance que j'avais et qui se trouvaient en prison ou en procès. Donc depuis... Donc en 68, après les événements de mai 68, j'ai fondé avec des copains du service civil international le comité de soutien aux objecteurs de conscience de Paris. J'ai fait des chantiers du service civil international et puis au sein de l'Union pacifiste et de l'Internationale des résistants à la guerre. Et puis avec le BEOC, où nous avons été invités, j'ai continué toujours un petit peu au ralenti maintenant, mais à m'occuper de ceux qui n'avaient pas eu la chance que j'ai eue. Ce qui m'a frappé, c'est que en 65, on m'a dit, tu ne veux pas faire l'armée, tu vas en prison. Et puis après ça, j'ai été invité par le Premier ministre en 1983
pour donner mon avis pour la nouvelle loi sur l'objection en France de 1963. Ils ont retenu les 2 tiers de nos revendications. Puis j'ai été invité par Simone Veil, avec Claude aussi, au Parlement européen pour la première résolution d'objection de conscience en 83. J'ai été à l'ONU pour la première résolution aussi sur l'objection de conscience. J'ai été quand même un peu surpris d'être, après m'avoir dit tu vas aller en prison, puis ensuite d'être invité pour dire ce que je pensais. Nous n'avons pas signé les textes de loi et tout ça, mais enfin nous avons quand même contribué à ça, et beaucoup grâce au BIOC et avec ça et à l'Excel pour continuer ce combat sur l'objection, que je continuerai mes faibles moyens tant que je pourrai. Merci. Merci Maurice. On a Yvon qui nous a rejoint, le 2e habitant de Juvisy. Ça fait moins d'habitants à Saint-Hilaire. Je propose qu'on lance le film maintenant. Et juste en ce qui me concerne, je disais à Maurice et à Claude quand ils arrivaient que pour moi c'est assez incroyable de les retrouver. Parce que quand je faisais mon service civil, donc en tant qu'objecteur de conscience, j'ai participé à une manifestation devant l'ambassade de Pologne. Donc c'était en 80, ça devait être en 88 ou 89. Et après, donc Claude et Maurice intervenaient dans une réunion qui avait lieu à la CIMAD. Et donc c'est un sacré tandem qui a fait un travail colossal en fait, et notamment au sein du BIOC. Donc c'est très impressionnant. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire à toutes et à tous ici que ce serait vraiment important que nous, en France, on s'organise pour mettre en place un groupe de travail pour pouvoir contribuer au travail du BIOC en tant que Français, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que Maurice et Claude ont beaucoup donné. Et ça pose la question de comment maintenant, dans la diversité des générations, on peut s'organiser pour contribuer dans une période où, Sam, tu l'as souligné, il y a actuellement beaucoup de gens qui spéculent plutôt sur la guerre, toujours plus de guerre. Donc voilà, le réveil des consciences est nécessaire. Merci. Il faut parce que la Pologne pourrait accepter des armes nucléaires des États-Unis. Donc là, ce serait d'accord. Donc il faut dire aux gens surtout de ne pas faire ça. Parce que c'est des choses extrêmement graves. Ils veulent à tout prix des affrontements américains et une guerre. En Europe, pas chez eux. C'est ça pour faire de l'argent. Dans ce film, vous avez vu entre autres Pierre Boisgontier. Alors il se trouve que moi je suis originaire de Nancy, j'étais étudiant à Nancy, et Pierre Boisgontier était aussi étudiant à Nancy. Donc je l'ai très bien connu. Et donc, quand il est parti à l'armée, il faut dire qu'il était pupille de la nation. Et les pupilles de la nation à l'époque, ça a dû être toujours ça le cas, mais enfin, en tout cas à l'époque, ne pouvaient pas être affectés en Algérie. C'était impossible. Ils étaient exemptés, comme ils étaient pupilles de la nation parce que leur père était mort pour la France. Donc, c'était reconnaître aussi quelque part de la part des autorités que les événements d'Algérie étaient bien une guerre. Mais enfin, c'était pas dit. Mais en tout cas, il ne devait pas aller en Algérie. Néanmoins, il ne voulait pas porter les armes. Au départ, c'était son idée, c'était je ne veux pas porter d'armes. Je veux pas apprendre à tuer. Alors on lui a proposé d'être parachutiste, infirmier parachutiste. Et effectivement, il a fait ses classes en tant qu'infirmier parachutiste. Et puis il a eu des témoignages d'infirmiers qui lui ont raconté qu'il soignait les torturés pour qu'on puisse les torturer encore plus.
Et ça l'a révolté. Déjà que les tortures en elles-mêmes, c'était révoltant, mais penser que on détournait le rôle des infirmiers pour soigner les torturés, pour qu'on puisse encore les torturer sans qu'ils meurent, c'était le summum du summum. Donc c'est là qu'il a décidé c'était fini. Mais avant, il a effectivement, comme il le dit dans le film, cherché des soutiens. Et il était, je ne l'ai pas dit, mais il était président de l'Association générale des étudiants de Nancy, donc la section locale de l'UNEF. Donc c'était un syndicaliste. Il avait des contacts un peu partout. Mais rien. Aucun soutien. Et c'est comme ça que des premiers contacts ont été pris avec l'Action civique non violente. Et il se trouve que la première fois que Boisgontier a rencontré l'Action civique non violente, j'étais allé avec lui à Paris pour rencontrer les membres de l'Action civique non violente. Donc je suis bien au courant de ce qu'il dit, lui, dans le film. Et en fait, il a effectivement rejoint le chantier du SCI à Terrasson, comme il le dit dans le film. C'est vraiment le démarrage. Mais il y avait déjà des réfractaires en prison à l'époque. Mais ils étaient isolés. Ils n'avaient aucun contact. Et grâce à l'Action civique non violente, certains d'entre eux ont rejoint les rangs de l'Action civique non violente et c'est devenu une lutte collective avec cette idée de réclamer un service civil en Algérie, la contrepartie positive par rapport au refus. C'était vraiment la transformation, parce que jusque-là, il y avait une revendication disant la place des objecteurs n'est pas la prison, mais il n'y avait pas de proposition. C'est bien joli de dire on ne met pas les objecteurs en prison, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si on avait dit n'importe qui se déclare objecteur ne fait pas de service civil, ne fait pas de service militaire, n'importe qui aurait pu être exempté du service militaire sans aucune raison. Donc il y avait un problème. Et donc c'était vraiment une transformation. Alors moi je suis un cas un peu particulier parce que en fait j'aurais dû partir en 61, mais comme j'avais quand même pas envie d'aller en prison malgré tout, si je pouvais l'éviter, autant l'éviter. Donc j'ai pris tous les moyens possibles et imaginables pour retarder mon incorporation, et j'ai été incorporé, je devais être incorporé en juillet 62. Donc en fait, même si à l'origine je refuse d'aller à l'armée à cause de la guerre d'Algérie, en fait quand j'ai refusé, la guerre d'Algérie c'est fini. Alors je suis un réfractaire à la guerre d'Algérie, mais un peu tardif, quoi. Tu as quand même fait de la prison. Ah, j'ai quand même fait de la prison. Je vais juste réagir sur la dernière parole de Jean Lagrave qui dit on n'était pas très nombreux finalement. C'est vrai. Alors juste donner des chiffres d'après un certain nombre de travaux qui ont été faits depuis. On pense qu'il y a eu en gros 400 objecteurs de conscience pendant la guerre d'Algérie. 400 objecteurs qui ont objecté et à peu près 10 000 déserteurs insoumis qui avaient d'autres démarches. Et bon, ça fait à peu près 1% du contingent, enfin des jeunes qui avaient été appelés. Mais ça c'est 1% avec les 10 000, mais quand on prend les 400, là on tombe, on calcule même plus le pourcentage. Sur les 400, faut dire qu'il y avait quand même énormément de témoins de Jéhovah. Oui, en plus. Ah bah oui. Parce que à Mozac, donc oui, historiquement, il faut quand même que je vous donne quelques explications. De Gaulle arrive au pouvoir en 58. Alors il paraît, je ne sais pas si c'est une parole apocryphe ou non, mais il paraît que De Gaulle aurait dit
la place des objecteurs n'est pas en prison. Il n'a pas dit où était la place des objecteurs. Mais il aurait dit, la place des objecteurs n'est pas en prison. Toujours est-il qu'il est arrivé au pouvoir en 58, hein, et il a pris la décision de faire libérer tous les objecteurs qui avaient fait 5 ans. Hein. Pourquoi 5 ans? Parce que les appelés, normalement le service militaire durait 18 mois. Hein. La durée légale du service militaire, c'était 18 mois. Mais les appelés faisaient une période qu'on appelait ADL, au-delà de la durée légale. Hein. Et ils faisaient 27 mois et 28 jours. Pourquoi 27 mois et 28 jours? Mystère. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui disait qu'au-delà de 28, il se passait quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, ils faisaient 27 mois et 28 jours. Hein. Et 5 ans, ça fait à peu près le double de 27 mois et 28 jours. Donc, il a libéré tous les objecteurs qui avaient fait 5 ans de prison. Et c'est là qu'on a vu sortir de prison un témoin de Jéhovah qui avait fait 11 ans de prison. Pas en une fois, bien entendu, puisque la peine maximum pour refus d'obéissance, c'est 2 ans. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? On vous condamne à 2 ans. Au bout de 2 ans, soit on vient vous chercher à la sortie de la prison et on vous ramène en caserne, soit on oublie de venir vous chercher, vous rentrez chez vous, mais on n'oublie pas de vous rappeler. Hein. Donc, hop. Hein. Et comme les témoins de Jéhovah ne sont jamais insoumis, ils se rendent à la caserne où ils refusent de porter de l'uniforme. Donc 2 ans, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Enfin, théoriquement, hein, c'est jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être appelé sous les drapeaux. Donc à l'époque, si on appliquait le code de machin militaire, hein, code de justice militaire, on pouvait rester en prison jusqu'à 50 ans, puisqu'on était appelable jusqu'à 50 ans. En fait, on était réformé avant. Toujours est-il qu'il y en a un, parmi ceux qui avaient fait plus de 5 ans, qui en avait fait 11. Et à la fin de la guerre d'Algérie, après les accords d'Évian, hein, De Gaulle a fait libérer tous les objecteurs qui avaient fait 3 ans. Parce que 3 ans, c'est le double de 18. Donc c'est pour ça que Jean Lagrave, par exemple, se trouve libéré au bout de 3 ans. Alors, dans les 3 ans, il y a une partie de service militaire, puisqu'il a porté l'uniforme. Hein. Il a refusé de servir en Algérie. Il a porté l'uniforme. Hein. Et puis, ensuite, il a fait de la prison. Donc, au bout de 3 ans, il est sorti. Hein. Et sinon, à Mozac, en même temps que... Enfin, après la grève de la faim, le coin, hein, le gouvernement a dit, bon, on va légiférer, mais laissez-nous le temps de le faire. En attendant, on regroupe tous les objecteurs condamnés, hein, dans un camp à Mozac, en Dordogne. Alors le camp de Mozac aussi, c'est un camp historique, hein, parce qu'il a servi à tous les régimes. À Vichy, hein, il a servi pendant les événements d'Algérie pour mettre les Algériens, hein, les fameux suspects, hein, et il a servi aussi alors, quand on envoyait les taulards à Cayenne, hein, ils arrivaient à la fin de leur temps, ils n'étaient pas libérés. Enfin, ils étaient libérés, mais ils étaient, on appelle ça, je sais plus, relégués. Hein. Ils étaient en relégation. Alors normalement, ils étaient en relégation sur les territoires de la Guyane. Hein. Mais quand le centre de Cayenne a été fermé, hein, les relégués, on les mettait à Mozac. Donc le camp de Mozac les servit à la relégation. Hein. Bon, la relégation, c'est un truc qui a disparu du code de justice. Hein. Ça n'existe plus. Et puis il a servi à mettre les objecteurs. C'est un camp un peu spécial quand même. Et donc là, pour revenir aux témoins de Jéhovah, on devait être une bonne centaine. Et sur la bonne centaine, il y avait 12 non-témoins de Jéhovah. Et quand les prisons se sont vidées
pour envoyer les objecteurs, enfin se sont vidés des objecteurs pour les envoyer à Mozac. Il y avait quand même un grand nombre d'objecteurs qui étaient à Fresnes. Donc de Fresnes, ils ont été amenés à la gare d'Austerlitz pour partir à Mozac. Et la veille du transfert, il y a un témoin de Jéhovah qui a eu une visite de sa famille. Et il a pu dire à sa famille, demain, on est transféré à Mozac. Et il est tombé sur une famille la famille des témoins de Jéhovah, là, qui n'était pas trop, qui n'avait pas trop d'œillères, d'aller prévenir Lecoing, en disant à Lecoing, vous savez, demain, il transfère tous les objecteurs de Fresnes à Mozac. Et alors, le lendemain, quand ils ont traversé la gare d'Austerlitz, alors avec les entraves, hein, les chaînes aux pieds, hein, et puis attachés à des... Ah oui, tout un convoi. Hein. Il y avait Lecoing avec des copains qui étaient là en disant ouais, c'est un scandale, regardez, on se croirait en Russie du temps du tsar. Et il y a un des copains, il connaissait bien la chanson. Et, oh là, les bateliers de la Volga, ou je sais pas, un truc comme ça, je sais plus. Hein. Ça fait un certain bruit dans la gare d'Austerlitz. Bon, je vous ennuie avec mes histoires. On peut peut-être rappeler que la demande d'un statut pour l'objection de conscience, ça datait pas de la guerre d'Algérie. Non, bien sûr. En fait, dès 1945, à l'Assemblée nationale, régulièrement, il y a eu des députés qui ont déposé systématiquement à chaque nouvelle législature, dont l'abbé Pierre, dont l'abbé Gault, qui était aussi l'abbé Gault, qui était aussi un député. Non, c'était l'abbé Pierre. Qui s'appelait comme ça aussi. Il s'appelait Gault. Il s'appelait Gault, oui. Là, tu as Son raison. nom de député, c'était Gault. Donc il signait l'abbé Gault, mais c'était sous. Ah oui, non, mais il est connu. Et donc son nom légal, c'est Gault. Oui, tu as raison. Et à chaque fois, donc, il déposait à chaque législature une nouvelle demande de statut, mais qui n'aboutissait pas parce qu'il n'y avait pas de majorité politique pour faire aboutir la demande. Et donc, la demande a été reposée à De Gaulle quand il est arrivé. C'est Lecoing, entre autres, qui l'a dit. Et De Gaulle a dit, je ne donnerai pas de statut tant qu'il y aura la guerre d'Algérie. C'est vrai aussi. D'où le fait que quand la guerre d'Algérie était terminée, Lecoing est retourné le voir en lui disant maintenant, il faut que tu respectes ta promesse, votre promesse. Et De Gaulle lui a dit, bon, je ferai ce que je pourrai. Et Lecoing lui a dit, de toute façon, je vais vous faire un combat à mort pour obtenir que vous fassiez vous donniez le statut. Et c'est à ce moment-là que Lecoing a pris son jeûne. C'est la grève de la faim, hein, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse et qui a forcé De Gaulle à accélérer le vote de la loi parce que toute la presse avait peur que Lecoing, et De Gaulle aussi, avait peur que Lecoing meure dans cette grève de la faim, ce qui aurait été un peu trop difficile politiquement à supporter. Il aurait même dit, je ne laisserai pas mourir Lecoing. Je ne laisserai pas mourir Lecoing. Bon, vous avez la photo ici. Donc il y a eu toute une progression. Oui, ça y va. Mais enfin, si on en reste dans l'histoire, il est quand même intéressant de noter que nos bons révolutionnaires de 1792 ou 13 avaient déjà dispensé les ménonites et les anabaptistes du service militaire. Eh oui. Oui, parce que c'était une pratique anglaise. Les Anglais avaient aussi malgré la terreur, les noyades de Nantes, la guillotine qui marche à outrance, il est vrai que, un peu dans le style du gouvernement britannique en 1916, les ménonites et les anabaptistes étaient chargés de déchirer des vieux draps pour faire des bandages pour soigner les blessés. Donc c'était pas tout à fait en dehors du système militaire. Mais en tout cas, ils ne portaient pas les armes, ni l'uniforme. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions précises, parce que sinon je peux tenir la soirée.
pas le but. Non plus. Oui. Moi, je voudrais demander si les Algériens, ils connaissaient ce qui se passait ici en France. Mais oui, forcément. Forcément. C'était dans la presse, c'était... Ah, au niveau de la presse. Les nouvelles. Au niveau... Ah, tu veux dire non, tu veux dire les Algériens qui en Algérie. De là-bas, oui. De là-bas. Ah. Je pense pas. L'opinion publique en français, ils connaissaient ou ce n'était pas grande? C'était petit, non. Ou c'était dans les presse, pas dans beaucoup. la télévision? Mais le FLN, oui. Puisque, faut pas oublier qu'en France, il n'y a pas de détenus politiques, hein, mais, enfin, je sais pas. En principe. Oui, non, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de détenus politiques en France. Mais, alors je ne sais pas si c'est toujours la réalité maintenant. Hein. Mais à l'époque, comme on dit dans le film, il y avait le régime A et le régime B. Hein. Alors le régime A, c'était le régime du FLN, hein. Notamment, l'OAS après. Hein. Mais bon, à l'origine, c'est le FLN qui a obtenu que le régime A soit appliqué aux objecteurs. Alors on avait, pour la petite histoire, hein, le régime B avait des droguets bruns et le régime A avait un droguet gris. Alors on avait de bonnes couples. On avait le droit d'avoir une montre. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant on dit les prisons sont laxistes, ils ont le droit à tout, etc. Mais en 60, on n'avait le droit à rien. Hein. L'alliance, on pouvait garder l'alliance. Mais comme je n'étais pas marié à l'époque, je n'avais pas d'alliance. Mais on n'avait pas le droit d'avoir de montre. Hein. On n'avait pas le droit d'avoir de radio. La télévision, n'en parlons pas. On n'avait pas le droit d'avoir de quotidien. Hein. Seuls certains hebdomadaires étaient autorisés. Et en plus, ils étaient soigneusement caviardés si jamais il y avait un article qui concernait de près ou de loin la justice, ou un procès, ou un truc comme ça. Paris Match, il arrivait, mais il y avait des pages qui manquaient. Hein. Ah oui, non, mais il faut... Alors, le régime A, on avait le droit d'avoir une montre. Hein. Et alors, on la mettait bien en évidence, parce que les matons, quand ils nous voyaient, c'est régime A. Autre chose. Il faut faire attention. Les cellules étaient ouvertes, on pouvait communiquer entre nous, hein, alors que les autres détenus, les cellules étaient fermées. Hein. On avait le droit à la lumière jusqu'à 11 heures. Hein. Alors il fallait faire la guerre, parce que si c'était, je ne me rappelle plus, si c'était extinction des feux à 9 heures, les lumières s'éteignaient. Alors on tapait dans la porte pour qu'ils nous le rallument. Parce que ça a l'air idiot, hein, mais si on se laisse bouffer le petit avantage, le lendemain on se fait bouffer jusque-là, et puis tous les avantages ils disparaissent. Alors, ça a l'air idiot, mais on se battait pour conserver les quelques petits avantages que le régime A nous accordait. Vous pouvez écrire des lettres et recevoir des lettres. Ah oui, le courrier. Bon, il y a la censure. Mais avec censure. Il y a la censure. Hein. Il y avait. Ah oui. Ah oui. Okay. La censure. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Et dans le film, il y a un moment, il parle du FLN, c'était pas très clair, il disait que le FLN n'était pas forcément favorable, mais apparemment tu dis qu'ils ont obtenu le statut 1. C'est-à-dire que il considérait que c'était normal que les objecteurs aient le même régime qu'eux. Hein. Enfin, je sais pas, au moins les chefs, quoi, hein. Au moins les responsables. Hein. Donc il y avait un soutien du FLN aussi par rapport aux objecteurs en général, ou c'était pas là? Ouais, non. Ce que je sais, c'est que Ben Bella, qui était prisonnier, il a été il me semble, mais il faudrait vérifier, hein. Il me semble qu'il a été interné au centre centre sanatorium de Liancourt. À Liancourt, dans l'Oise. C'était un centre pénitentiaire et qui était classé sanatorium, mais enfin on y mettait aussi des gens qui n'avaient rien de tuberculeux. Et il y a connu des témoins de Jéhovah. Et il aurait dit, alors c'est un témoin de Jéhovah
si je reviens au pouvoir en Algérie, jamais les objecteurs ne seront en prison. Et ça, je ne garantis pas l'authenticité. C'est un témoin de Jéhovah qui m'a raconté ça. Bon. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. De toute façon, après, à Boumedienne, hop, oui, c'est un peu fini. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que Ben Bella a côtoyé des objecteurs en prison. Alors, peut-être que il a évolué par rapport à l'objection, au service militaire. C'est possible. Jusqu'à quel point? En fait, je me demandais à partir de quel moment les autres moments internationaux vous ont contacté pour avoir votre expérience, pour votre retour, par exemple pour la guerre de Vietnam ou autre. Donc à quel moment ils ont découvert qu'il y avait un tel moment en France? C'était pas clair? Je comprends pas très bien. Donc, ok, vous avez mené cette lutte pendant la guerre d'Algérie et tout. Après, à quel moment les autres pays, les autres mouvements, les autres pays vous ont contacté? Pas l'IRG, si l'IRG. L'IRG, ça a toujours été. Puisque le fameux truc pour la paix, pour les prisonniers pour la paix, là, comment ça s'appelle? Les prisonniers pour la paix, non? Oui, les prisonniers pour la paix, ça existait déjà. Moi, quand j'étais en tôle, j'ai reçu des cartes postales de Nouvelle-Zélande, d'Australie, simplement parce que j'étais objecteur français en prison. Il y avait une solidarité déjà. Oui, c'était déjà bien connu à l'époque. Hein. Alors, depuis quand? Et depuis de nombreuses années, en tout cas. Hein. Amnesty International aussi. Hein. Ah oui. C'était justement en lien avec votre question au début. Si les Algériens étaient au courant, donc les autres pays aussi étaient toujours au courant que vous étiez emprisonné. D'accord. Enfin, au niveau ONG, hein. Oui, hein, au niveau gouvernemental, je ne dirais pas jusque-là. Hein. Pas dans les médias non plus. Voilà, ça aussi pas dans les médias non plus. C'était dans le milieu des associations internationaux qui se soutenaient. C'est toujours resté quand même dans ce milieu. Ce qui est bien, mais il aurait fallu. Oui, plus loin. Pas plus loin, c'est fait. Il y avait au moins ça. Du coup, question, peut-être que tu allais... Non, après. Ouais. Je ne sais pas si Christian, tu veux nous dire quelques mots sur le travail d'histoire que vous menez actuellement. Actuellement Béoc? Non, pour le... Non, pour Christian. Non, mais Christian. Oui, parce qu'il il se trouve qu'on a des jeunes étudiants qui ont décidé de travailler sur des thèmes liés à la non-violence. Après avoir suivi, certains ont suivi mon cours sur l'histoire de la non-violence, mais que je fais depuis 15 ans. Mais là, cette année, il se trouve qu'il y a 2 étudiants en particulier qui ont décidé de travailler sur, faire leur master d'histoire contemporaine sur des sujets liés à la non-violence. Donc il y en a un qui a travaillé en particulier donc, sur l'association des réfractaires non-violents qui est à l'origine du film, alors qui aurait dû être là ce soir, et puis malheureusement il y a eu des malentendus sur les dates et il était en vacances en fait, j'avais pas compris qu'il était en vacances. Mais, voilà. Donc il a entre autres donc, travaillé avec les archives qui sont déposées aujourd'hui à la Contemporaine, hein, qui est un centre d'archives qui est lié à l'université de Nanterre. Vous voulez dire? Pardon? Non, c'est où les archives? Nanterre. À Nanterre. Oui. Nanterre. C'est les archives de Nanterre. Ce n'est pas Vincennes, c'est pas La Courneuve. Non, en fait, c'est la Contemporaine, c'est un centre de recherche et une bibliothèque qui est lié à l'université de Nanterre. Ça portait un autre nom avant. Avant, c'était la BDIC. La Bibliothèque Documentation Internationale, et je ne sais plus ce qu'on voulait dire, Contemporaine. Contemporaine peut-être. Maintenant, donc ça s'appelle La Contemporaine, qui a un fond très important sur l'histoire du pacifisme
depuis le 19e siècle, le 20e siècle. Alors, c'est en lien avec les archives nationales, hein, tout en étant un dépôt de la bibliothèque. Donc il travaille à la fois sur ces archives-là, il a fait aussi un certain nombre d'interviews. Oui, parce que toutes les archives des réfractaires sont là-bas. Toutes les archives ont été déposées à la Contemporaine, hein, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça. L'association a décidé de déposer toutes ces archives à la Contemporaine. Donc c'est une source pour les chercheurs. Et puis par ailleurs, il fait aussi des interviews voilà, des membres de l'association pour essayer d'avancer dans son travail là-dessus. Donc il est en train de rédiger son mémoire. Ça devrait... Normalement, il doit terminer ça pour le mois de juin, donc, mais on n'a pas encore vu la rédaction. Donc ça, c'est Adrien. Et puis il y en a un deuxième, Dorian, qui lui travaille sur le sujet que je lui ai donné. C'était toujours un peu compliqué de donner des sujets, mais sur l'histoire du concept de défense civile non violente en France. Ou de défense sociale, comme disaient les Allemands, ou de défense non violente. Enfin, il y a différents termes pour cela. Parce que, alors c'est un sujet qui a été très développé dans les années 60, 70, 80. Et puis avec les années 91, la chute du mur, et bon, c'était un peu tombé en désuétude ou perdu d'intérêt. Et puis aujourd'hui, avec la crise d'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui revient dans tous nos mouvements. Hein. Il y a eu plusieurs appels. Il y a un livre qui vient de sortir d'une amie suédoise de W.Rai qui vient de sortir là, juste sur justement, elle s'interroge sur qu'est-ce que peut être un concept de défense civile non violente aujourd'hui en Ukraine et par rapport à la Russie. Je pourrais vous donner les références tout à l'heure. Donc voilà, Dorian il travaille sur ce concept en France parce que la France a une situation un peu particulière hein, dans le au niveau du monde en général. Ces courants sont plus anglo-saxons à l'origine, hein, y compris l'objection de conscience. D'une certaine façon, tout ça est plus anglo-saxon. Et donc, ça arrive par des voies un peu particulières en France, et entre autres par les internationales. Donc, ce qu'on voit là, alors pour l'instant, lui, il pense que c'est Jean Lasserre qui beaucoup a développé ce concept de défense civile non violente en France, qu'il a introduit dans les cahiers de la réconciliation, hein, les cahiers du MIR. Un pasteur, on n'a pas précisé. Qui était le pasteur Jean Lasserre, donc, et qui, lui, était en contact avec les milieux anglo-saxons, mais aussi à travers les œuvres de Gandhi, hein, puisque Gandhi, le premier, un des premiers, du moins, c'est pas forcément tout à fait le premier, pose déjà la question de la défense non violente. Dès les années 42, quand Gandhi dit aux Anglais « quit India », en même temps, il faut qu'ils se posent la question « qu'est-ce que ça va être de défendre un pays à ce moment ?» Donc voilà, donc c'est sur ce travail-là, et c'est intéressant de voir comment les concepts évoluent, et puis avec l'étape importante de l'enquête de 85, demandée par RNU, avec l'accord RNU, Jean-Marie Muller, Semelin et Ménon. À la Fondation des études de défense nationale. Voilà, qui a été, et puis voir après, et le colloque de Strasbourg, et puis après voir comment tout ça, c'est un peu perdu. Voilà. Donc, par contre, Christian, j'ai une question, parce que là, tu as présenté les choses avec un grand saut dans le vide, en fait, aux années 90, 2000 jusqu'à maintenant. Mais quand même, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, les Allemands en particulier ont élaboré un projet de service civil de paix. Est-ce que ça, vous l'intégrez ou pas? Parce que, alors là, on est encore dans les années 80, c'est 91, hein, la guerre. Yougoslavie. Donc il y a ce tournant-là. Alors il ne va pas jusque-là, il s'arrête juste un peu avant. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est surtout de l'intervention civile de paix. Hein, oui. Dans les Alors après, ça c'est la version française, on va dire, avec Jean-Marie Muller. Oui, mais même avec Équilibre à Lyon, il y a eu beaucoup de gens qui se sont engagés. Et puis les Italiens, les Allemands ont travaillé là-dessus. Mais voilà, donc ils regardent aussi quelles sont les sources des Français, hein, qui sont cités régulièrement, hein, tous les travaux anglo-saxons, James Sharp, mais bien avant James Sharp, il y en a d'autres. Hein. Avec les exemples historiques aussi, hein, qui sont pris d'actions non violentes, avec entre autres et ça c'est pour nos amis belges, le MIR belge a beaucoup publié avec le MIR français, hein, des fascicules qui étudiaient certains moments d'action non violente, de résistance non violente. Donc les cahiers de la défense civile non violente. Et donc là, on a toute une source aussi. En tout cas,
le bateau sera toujours ouvert ici pour présenter ce travail. Ben oui, l'un et l'autre, ça serait bien qu'ils puissent le faire. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à publier, alors, au moins un article, mais peut-être carrément, le travail de Dorian était pas mal, je pense qu'on peut en faire un petit livre, parce que c'est pas si connu que ça en France, et ça mérite d'être travaillé. J'ai aussi une question sur ce qui s'est passé au Rwanda, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait un système de défense civile, mais qui fonctionnait plutôt sous la forme de milice, qui aurait été utilisé pendant le génocide. Est-ce que ça, vous avez des éléments là-dessus ou pas? Non, moi personnellement non. Alors, il y a notre ami Augustin qui je pense, est perdu en route. Il m'a appelé tout à l'heure, c'est lui qui m'a appelé pendant le film, qui est du Burundi et qui pourrait te répondre un peu plus sur cette question très précise. Pendant le génocide, il y a eu des actions de protection de gens qui ont protégé d'autres, mais je peux pas, j'en sais pas assez là-dessus pour être. Mais la question de la défense civile non violente, c'est là, je lui demande d'étudier le concept, pas forcément la mise en application, parce que en fait, c'est une des difficultés, c'est de mettre en application ce concept. Et voilà, donc, et souvent, y compris des gens bien informés comme François Marchand, qui lui dit mais pourquoi tu veux travailler là-dessus puisque ça n'existe pas. Mais en fait, l'idée, elle s'est développée, a été travaillée. Et justement, c'est intéressant de voir jusqu'où elle s'est développée ou si c'était simplement la répétition des mêmes concepts depuis 50 ans, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de ça aussi. Donc, la difficulté. Mais on a été un certain nombre à publier un texte au début de la guerre, juste après l'invasion russe, pour demander à Zelensky de mettre en place une défense civile non violente, avec en particulier Stig Hagen, le collègue de Suède. Donc il y avait tout un réseau d'universitaires, surtout américains. Moi, c'était à travers IFOR qu'on m'avait demandé de signer. Voilà. Mais bon, c'est resté lettre morte, comme on le sait. Mais donc l'ami danoise qui réfléchit aussi en disant, face aux Russes, il faut refuser l'action violente et puis il faut mettre en place une résistance non violente. Parce que ce que disait déjà Gandhi aux Anglais en 1940, en leur disant laissez-vous envahir par les Anglais, et puis, par les Allemands, pardon, et puis après traitez les Allemands comme nous on a traité les Anglais, comme on vous a traité. Et vous allez voir, ça va marcher. Vous allez pouvoir résister. Donc c'est toujours dans ces concepts-là. Alors évidemment, c'est pas facile à dire, et des fois plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est les convictions d'une défense non violente. Là, on a vu dans le film qu'à travers Lanza, Gandhi était une référence du mouvement permanent. Et, par contre, moi j'avais une question, mais en France, dans le film, il est souvent question de désobéissance, parce qu'en fait, il y a un refus de la loi, un refus de servir. Mais il y a une référence qu'on n'entend pas, et ce qui n'est pas étonnant, mais il faut quand même un peu le souligner, c'est Thoreau, Henry David Thoreau, qui est quand même le penseur de la désobéissance civile depuis le 19e siècle, 1846, mais il n'est absolument pas cité. Non, il n'est pas dans notre Et je pense qu'à votre époque, ce n'était pas une référence. Il n'était pas dans notre culture. Il n'était pas dans votre culture pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas traduit en français. Alors, il avait été traduit en français. Le livre date quand même de 1848, et puis le titre... Oui, c'est très vieux. C'est 1848, mais il avait été traduit en français en 1923, quelque chose comme ça, aux éditions Reader. Ça s'appelle Désobéissance civile. J'en ai même récupéré un exemplaire il n'y a pas longtemps, qui était l'éditeur qui avait édité aussi La vie de Gandhi, les différents textes qui étaient liés dans ces années 24-25. Mais il n'a jamais été republié en français depuis cette époque-là. Et il a fallu attendre l'édition de Pauvert de 68-69
au moment où ça a été redécouvert par la jeunesse américaine, au moment de la guerre du Vietnam, etc. Et que c'est là que les Français s'y sont à nouveau intéressés. Mais Thoreau n'était pas une référence, alors que ça aurait été une des références utiles. Oui, mais ça a été remplacé par autre chose. En fait, quand Boisgontier a fait le tour pour essayer de trouver des soutiens, il est tombé sur Jo Pironnet. Hein, et Jo Pironnet, c'était Lanza del Vasto. Et Lanza del Vasto, c'était Gandhi. Donc, ils n'ont pas cherché ailleurs. Non, non, ils avaient ce qu'il fallait, mais d'une certaine façon. Alors, Lanza connaissait Thoreau, je pense, mais il ne le citait pas régulièrement. C'était pas sa référence. Il y a même une bande dessinée sur Thoreau. Pardon? Une bande dessinée. Un bouquin qui est sorti en bande dessinée. À quelle époque? Bon, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, récemment, oui. Parce qu'il y a aussi un petit livre de Micheline Flack qui est paru dans les années 60 sur Thoreau, qui était... c'est aussi elle qui a introduit beaucoup le yoga en France, qui a beaucoup travaillé sur le yoga. Mais c'était assez marginal. Alors, et l'autre référence qui était un peu citée de temps en temps, enfin l'autre pôle de soutien, c'était le Mouvement international de la réconciliation. Là, je fais un peu de pub maison. Mais il y a un moment, il parle d'un pasteur. Alors, on sait que Lanza était proche du Mire, par ailleurs. Et puis, Roset... Il y a une photo hein, où on voit le pasteur Roset. On voit Roset apparaître à un moment. Et puis, il y a cette réflexion d'Éric Pio, qui était très proche, qui était protestant, hein, et qui dit on était soutenu à l'intérieur de l'église protestante, pas par tout le monde, mais c'était quelque chose d'accepté. Voilà. Donc, un respect. Il est marié avec Irène, hein, lui. Et ça tenait beaucoup au rôle du Mire à ce moment-là. Donc j'ai regardé dans ma bibliothèque, je suis parti tout à l'heure avant de partir, j'ai regardé un peu, j'ai pris au hasard les cahiers de la réconciliation de 1961. Et il y a entre autres le compte-rendu du procès d'Éric Pio, puisqu'il était soutenu, et tous les numéros de 61, alors on est déjà bien avancé dans la guerre d'Algérie, mais tous les numéros de 61 sont sur l'objection de conscience, la guerre en Algérie, le soutien aux objecteurs, etc. C'était un des pôles de soutien à l'objection de conscience. À ce niveau-là. Mais c'est sûr que Jo Pironnet a mis l'action a surtout apporté à travers la CNV l'action directe, proprement gandhienne. Hein. C'est tout à fait gandhien de ne pas rester simplement dans le discours, mais de passer à l'action et de faire des choses. Ça, c'est... Laetitia avait envie de poser une question. Non, c'était la question pour la recherche que vous avez répondu déjà. C'est bon qu'il y a des étudiants qui font la recherche sur ça. Mais je voulais vous demander pour le théâtre que vous préparez, si vous voulez dire quelque chose. Parce que je pense que ça sera intéressant. Nous, on a joué. C'est une pièce que j'ai écrite en 2 parties. Ça s'appelle Antigone. Donc j'ai fait ma propre Antigone après Sophocle, Cocteau et Anouilh. J'ai transposé mon Antigone en 1944. Voilà. Et après, on la retrouve mon Antigone, c'est juste à la libération d'Orléans. Je reprends le mythe de l'histoire de Sophocle, puisqu'elle a 2 frères, il y en a un qui est pétainiste et l'autre qui est gaulliste. Et évidemment que le gaulliste va être, comme ils se sont entretués à la libération, le gaulliste évidemment va être honoré, alors que le pétainiste évidemment sera voué à toutes les... Et Antigone, qui est appelée par son nom, qui est mère d'Orléans, Créon, qui est dans ma pièce, elle doit faire un discours pour Théocle, et à un moment elle ne peut pas s'empêcher de dire que tout le monde connaissait Polynice et qu'il y a plein de gens qui partageaient cette idée dans la foule qui était présente à ce moment-là. Voilà. Et ça parle de ça. Et après, on retrouve Antigone. Donc, elle est tondue dans ma première partie de pièce parce que il faut bien. C'est plus facile de traiter les femmes de cette façon-là que les hommes. Et c'était largement caché, ça, tout ce qui s'est passé avec les femmes dans pratiquement tous les villages de France d'ailleurs. Et après, on retrouve Antigone donc en 62. Donc elle est militante du Parti communiste, et puis elle héberge chez elle un représentant du FLN qui est cherché par la police pour des attentats, et pour son malheur, mais parce que c'est Antigone et qu'elle doit effectivement être toujours tragique jusqu'à la fin de sa vie, elle ne peut pas s'en sortir.
Donc finalement, elle tombe amoureuse d'un homme qui a 18 ans, alors qu'on a 38, donc elle a 20, et qui ressemble trait pour trait à son frère Polynice le platéniste. Et il a cela en commun, c'est que il est comme Polynice du mauvais bord, puisque lui, il est de l'OS. Voilà. Et elle héberge chez elle un mec de Félène, ça se finit mal. Et en plus, il a tellement les traits, il ressemble tellement à son frère, finalement c'est son neveu. Mais elle ne sait pas parce qu'elle a changé de nom. Elle se fait appeler Anémone à Paris. Elle donne des cours de théâtre et lui, il est à Assas. C'est normal. Et donc, elle fait la connaissance comme ça. Et effectivement, elle tombe enceinte de son neveu sans savoir que c'est son neveu. Et le pire arrive puisque son amant et neveu va tuer le mec du FLN et quelqu'un du FLN va égorger le père de son futur fils. Et elle meurt, elle tombe inanimée le jour du métro Charonne. Voilà. Le 8 février 62. Donc il y a une grande tirade du représentant du FLN qui explique sa position par rapport à la France, le fait qu'on ne les traite pas comme des vrais citoyens dans une république, etc. Voilà. Et voilà. Donc il parle beaucoup de ça. Et c'était joué à la fois par un Marocain, parce que j'ai un ami marocain. Et après, j'ai eu quand même heureusement un comédien algérien qui a 79 ans et qui a connu, qui avait pour héros quelqu'un du FLN, et qui m'a dit ce que tu fais dire dans ta pièce pour le représentant, qui s'appelle Ali, mais il se fait appeler Monsieur Marcel. Voilà. Et il dit ce que tu dis sur le discours du FLN, c'est en France, il n'y a que toi, parce que tu es français, tu peux dire ça. Moi, en tant qu'Algérien, je n'oserais même pas dire ce que tu me fais dire en tant que comédien. Voilà. 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 La France algérienne aussi. Ah oui. Et il parle du futur, effectivement. Et il parle à la fin, et il est vieux, et donc il dit j'espère qu'un jour je verrai de mes yeux, ou plus tard, une France algérienne. Et là, ça, évidemment, et puis j'ai un des... Parce que c'est écrit en alexandrin, la première époque, et j'ai créé après mon style de versification en 14 pieds, c'est ma compagne qui est metteur en scène de la pièce d'ailleurs, qui a dit, j'écris maintenant en pascalin, c'est 14 pieds, et à l'intérieur de ça, le représentant du FLN, il parle des appelés, il dit « Et vous, les appelés qui étiez hélas nos Allemands ». Oui, voilà. Et ça, c'est un Pascal, et ça, c'est un pascalin, c'est en 14 pieds. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez poursuivre ou si on passe à l'autre bateau pour aller se restaurer. Pour aller oui. Mais j'étais très moi, je voulais juste... Non, mais au sens, je pense, dans sa tête, bon, il a été effectivement un membre éminent du MIR, mais il pensait plutôt, je pense, au Rwanda ou ces institutions qui visent la réconciliation aussi, quoi. Et, comme en République sud-africaine, avec Mandela, voilà, c'est lui qui a appelé à la exactement, avec ce qui s'est passé en Afrique et des solutions d'ouverture. Les commissions vérité et réconciliation. Ouais, oui. Comment bien fonctionne dans l'Afrique. Oui, tout à fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. On ne peut pas le remplacer. La réconciliation, c'est après. Oui, mais... La non-violence, c'est pendant. Oui, sauf que dans le cas de l'Ukraine, non, je regrette, là... Ah bah c'est difficile, oui. Même malgré les propos de Christian, je veux dire, on est hors sol, là. Oui, mais les fondateurs... Pas comme les missiles sur sol. Les fondateurs du mouvement de la réconciliation ont créé le mouvement en août 14, au moment de la déclaration de guerre, en disant il faudra de toute façon réconcilier ceux qui vont aller se battre. C'est ça l'idée. C'est sur les ennemis, comme le Palestine et Israël. Comme les cercles des parents Israël-Palestine, des choses comme ça. De toute façon. C'est aussi parce qu'il se trouve qu'en ce moment, le président Bifort est un Palestinien qui vit à Bethléem, Zourbi, et qui a envoyé un message au moment de Noël en disant de toute façon, après la guerre, il faudra travailler, il faut continuer à travailler à la paix. Donc, il faut garder l'espérance pour après, parce qu'en ce moment c'est absolument désastreux et absolument désespérant, mais il faut garder l'espérance pour pouvoir travailler, préparer ce qui viendra de toute façon après, parce qu'on ne pourra pas rester. Et c'était la même chose dans ces années-là, quand vous étiez en pleine guerre d'Algérie, c'est pas toujours évident
réfléchir à l'avenir. Et je pense aussi que, comme pour Israël et la Palestine, c'est parce qu'on est en train d'aller à un espèce de vraiment un chaos, que justement c'est de ce chaos-là que va se créer peut-être les conditions de la paix. Peut-être, malheureusement. Ça sortira de là d'une façon ou d'une autre, hein, oui, mais voilà. pas forcément de la guerre elle-même, Non, mais ça non, sortira mais au moins pas de de- ceux qui, au milieu de ça, Oui, tout à ont fait. gardé Oui. une espérance et une conviction pour la paix, pour que ça puisse continuer, quoi. C'est comme ça que ça peut continuer. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais après, Boumediene est arrivé, vous, en tant qu'objecteur non violent, vous n'avez pas eu gardé de lien particulier avec l'Algérie ensuite On a essayé fin 62 et fin 62, les objecteurs qui allaient sur des chantiers, on a essayé de les envoyer en Algérie, puisque la guerre était finie, hein. Donc, puisque les objecteurs se faisaient arrêter sur des chantiers pour démontrer quel type de service civil ils voulaient faire, on a essayé. Alors, il y en a un qui a réussi à y aller, moi je devais y aller aussi, hein, et j'ai été arrêté avant, parce que la politique c'était aussi de ne pas vivre en clandestinité, c'est-à-dire on assumait nos responsabilités, donc on disait où on était, hein, en sachant qu'on serait arrêté. Mais on espérait, enfin moi j'espérais avoir le temps d'aller en Algérie avant d'être arrêté. Bon, ça s'est pas fait. Mais il y en a un, je ne me rappelle plus de son nom, qui y est allé, qui a fait son service, qui a fait un service civil en Algérie, un service civil totalement illégal, hein, et puis qui est rentré en France, hein, quand le statut a été voté, hein. Alors je ne sais pas s'il a réussi à faire valider son temps de service illégal, ça je sais pas. Ça c'est un autre sujet. Parce que là on s'est arrêté à la fin de la guerre d'Algérie, hein, mais une fois le statut voté, il y a encore eu un flopé de lutte, hein, parce que le statut voté en 63 était inacceptable. On l'a accepté, hein, parce que on s'est dit que si on le refusait, tous nos soutiens nous lâcheraient, parce qu'ils ne comprendraient pas qu'à peine obtenu quelque chose, on le refuse d'entrer. Donc on a décidé de l'accepter, mais de se battre à l'intérieur pour le transformer. Alors, parce qu'au départ, par exemple, juste un détail, hein, au départ, c'était pas un statut des objecteurs de conscience, c'était une modalité pratique d'accomplissement des obligations de service. Nuance, hein. Donc on restait en cas de désobéissance ou d'infraction, enfin en cas de désertion. Quelqu'un qui désertait de son service civil, hein, était passible des tribunaux militaires, hein, au départ. Hein. Donc, première lutte. Hein. Alors en 70, on a obtenu qu'on dépende des tribunaux civils. Hein. On a fait reconnaître qu'en tant qu'objecteur, on était des civils et qu'on ne dépendait pas des TPFA. Hein. Et puis, etc. Et ça, c'est aussi ma technique. Hein. On ne demande pas tout de suite. Puis on finit par tout obtenir. En 83, ça fait pareil. Hein. La nouvelle loi, on a fini par tout obtenir. Tous les objecteurs ont été régularisés. Et si on avait dit au départ, on veut la régulation de tout le monde, on n'aurait pas obtenu. Mais on l'a obtenu. Pas à pas. On a obtenu le droit de faire le service civil à l'étranger. Hein. Ah oui. Eh oui. Et puis de plus avoir de lettres oui. tribunaux. On a réussi à dynamiter la commission. Donc il suffisait de faire une lettre type et il n'y avait plus de tribunaux, c'était automatique. La commission n'existait plus. Et des objecteurs ont été en service civil au BEOC à Bruxelles. Ça, c'était bien quand même. Il y en a un qui était d'ailleurs en Grèce. Hein. Il fait son service en Grèce.
Seulement en Grèce, oui. Mais on n'avait pas le droit d'aller dans notre pays. Un objecteur français, il a fait son service civique. Oui, mais pas le contraire. Les Grecs jamais pouvaient aller dans une autre. Oui. Mais vous êtes tous bienvenus en Grèce. Mais les Grecs, ils ne pourraient pas aller servir. On l'a envoyé en Turquie. Hein. Si, je pense, mais ultérieurement, très tardivement. Dans les années 2000, ouais. Oui, après, parce que j'avais eu mes profs de français qui faisaient leur service. Ah, mais ça, c'est la coopération. C'est la coopération. Oui, mais voilà, ça a changé de... Voilà. Parce qu'il n'y a plus d'objecteurs après 2000. Non, voilà, c'est un autre... Oui, alors, ça c'est encore pareil. Hein. Le service de la coopération, c'était 17 mois. Le service militaire, c'était 12. Hein. Ouais. Le service de la coopération, c'était 17. Le service des objecteurs, c'était 24. Bon. Mais après, il y a eu un service civique qui existe toujours, hein, qui permet ce genre d'échange, qui n'est plus dans le cadre militaire. C'est un service par l'agence du service civique. Oui. Donc ça existe, on peut le faire à l'étranger, ça se fait assez bien. Ça existe encore. Hein. Et puis alors il y a la question du SNU dont on n'a pas parlé. Oui. Ah oui. Mais bon, pour tout vous dire, on ne sait pas où on va. Donc, Mais ça c'est très important maintenant. Il faut dire quelque chose pour ça. C'est très important. C'est là aujourd'hui. On a eu la peau du projet MISOF, on a eu la peau du projet Dijoux, on aura la peau du SNU. Le SNU c'est quoi alors? C'est quoi Service national universel. Universel, c'est universel de quoi justement? Universel, c'est-à-dire pour tout le monde. Garçons et filles entre 16, 15 et 16. Ouais, au lycée. Oui, c'est 15-18. Ah, pendant 6 mois, c'est ça? Non. Oh là là. C'est bien plus compliqué que ça. C'est très compliqué. Alors, normalement, il y avait un temps de... Comment ça s'appelait? Il y a un séjour de cohésion. De cohésion, qui devait durer 4 mois. Il est déjà réduit à 2. Ah non, il a jamais été de 4 mois. Dès le début, il était de 12 jours, donc de 2 semaines. Ouais. De 12 jours. Il est réduit à 2 jours dans le dernier projet. Voilà, dans la réalité aujourd'hui, il est toujours de 12 jours. Ouais. Et il est toujours sur les vacances scolaires, sauf pour les classes de seconde, qui maintenant peuvent être des 15-17. 15-17. C'est au niveau de la classe de seconde, parce que la classe de seconde est la classe où on ne passe pas d'épreuves. Oui, il doit y avoir un stage obligatoire qui va être créé. Et à la place du stage obligatoire qui doit durer 15 jours début juin, s'ils ne trouvent pas de stage dans les entreprises, ils pourront faire un SNU. Alors, ça vient de non, sortir. alors c'est pas exactement comme ça que je le dirais, moi. Mais si, c'est ça. Et s'ils ne trouvent pas de SNU, ils seront dans les lycées et surveillés par les profs. Ouais. Alors moi je le dirais un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont instauré un stage obligatoire de 15 jours du 17 juin au 28 juin pour toutes les classes de seconde. Théoriquement en entreprise, des stages en entreprise. Théoriquement des stages d'observation en entreprise. Ou en association. Effectivement, on peut être exonéré de ce stage-là si on fait le SNU. Et on peut, alors moi, comme j'ai très mauvais esprit, comme par hasard, du 17 juin au 28 juin, c'est une des dates de session du SNU, c'est un hasard. Et qu'on sait que aujourd'hui le SNU est quand même volontaire de la part des familles ou des jeunes, sans doute plus des familles que des jeunes eux-mêmes, et qui ne trouvent pas forcément tout le quota qu'ils s'étaient donné comme ambition pour le service national universel cette année, qui est effectivement le fait d'une part dire qu'il y a des classes de seconde qui peuvent être engagées, c'est-à-dire qu'ils ont un cursus un peu de citoyenneté pendant l'année, mais que ça se termine par une session SNU pour toute la classe. Alors, si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Ça, on peut pas, comme c'est de l'internat, on ne peut pas obliger des gamins, que ce soit une classe verte ou le SNU, on ne peut pas les obliger, les familles, d'envoyer les gamins dans une session en internat. Mais théoriquement, toute la classe va faire une jolie session SNU. Et c'est une manière aussi de faire que plus de jeunes participent au SNU, parce qu'ils sont dans le courant scolaire, que des familles ne sont pas forcément au courant, comme c'est dans le mouvement scolaire, que c'est un phénomène de groupe, on sait que les phénomènes de groupe, les gamins peuvent plus facilement dire j'y vais, parce que tout le monde y va dans la classe, donc c'est peut-être plus facile et pour la famille de se dire on y va quoi. Parce que c'est un peu sous couvert de l'école et de la scolarité.
Et là, du coup, c'est pendant la période scolaire, c'est pas pour les vacances que c'est pris. Donc en gros, pour l'instant, pour les choses, autant qu'on comprenne aujourd'hui, le SNU, c'est un service national universel, mais qui a une partie de formation à la défense, de réflexion à la défense, avec une partie d'encadrement militaire. Alors, c'est pas très bien défini, quelle dose, etc. Tout ça, c'est pas toujours très clair. Pour l'instant, c'est sur la forme du volontariat, donc ce n'est pas encore obligatoire, mais le désir du gouvernement, c'est de le rendre obligatoire, à court terme. Si possible, avant la fin de la présidence de Macron. Mais en fait, c'est très compliqué de le rendre obligatoire, parce que il y a la question justement de ceux qui ne veulent pas y aller, et pour l'instant il n'y a rien de clair là-dessus. Il n'y a pas vraiment un droit à l'objection qui soit défini pour l'instant, pour les enfants. Hein. Alors ils l'ont mis dans le cadre de l'obligation scolaire, parce que légalement ils ne peuvent pas le mettre dans une obligation militaire, puisque le service national militaire n'existe pas en ce moment. Donc ils l'ont mis dans l'obligation scolaire, mais dans le cadre de cette obligation scolaire, c'est très ambigu. Et donc aujourd'hui, ça ne remporte pas un succès phénoménal. Il y a quelques milliers de jeunes tous les ans qui demandent à être volontaires pour faire ces 15 jours de service, de stage, d'observation, enfin comment ils appellent ça, tu disais ? Séjour de cohésion. De cohésion. C'est quelques milliers, c'est souvent des jeunes qui viennent de familles de militaires, de policiers, de gendarmes, voilà, qui ont ça un peu dans la culture familiale. Et ça n'a pas un succès énorme. Et ils s'inquiètent un peu de l'idée que de le rendre obligatoire crée justement une résistance, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas envie de ça. Et moi, quand je fais des sondages avec les premières années de fac, qu'est-ce que vous voulez faire En général, c'est non. Hein. L'idée d'y aller, c'est... Mais c'est des mineurs, hein. C'est oui, vraiment la spécificité du choix qui a été fait. Alors en plus, il y a une responsabilité particulière. Et puis, alors, il y a des problèmes très concrets, c'est que faire des stages de cohésion de 15 jours en internat, ça veut dire qu'il faut trouver des lieux. Or, il n'y a plus de casernes, puisque l'armée a vendu toutes ses casernes à la fin du service national. Et ça pose aussi des problèmes de gérer la mixité, parce que c'est quand même des mineurs, garçons et filles, qu'on emmène ensemble, avec déjà pas mal de scandales. Hein. Il y a eu des situations assez difficiles, y compris de la part des encadrants. Hein. On a des abus très graves de la part de certains encadrants. Et alors aujourd'hui, la tendance, c'est d'essayer de pousser les associations d'éducation populaire à ouvrir leur centre de colonies de vacances pour accueillir ces jeunes en SNU. Et il faut dire les choses comme le disait tout à l'heure un peu la collègue, c'est quand même derrière, le gouvernement a mis en jeu le fait que le gouvernement subventionne ces associations en leur disant si vous ne voulez pas vous faire retirer vos subventions, il va falloir accepter d'ouvrir vos centres pour le SNU. Et il y a eu des contrats passés avec des grosses associations de l'éducation populaire, hein, comme la Fédération Léo Lagrange et d'autres. Léo est à 100% pour, donc c'était pas facile avec eux. Donc ils ont accepté ce genre de choses. Oui, mais qui n'étaient quand même pas tout à fait dans ces idées-là. Mais donc ça divise profondément le mouvement, hein, parce qu'il y a une coalition d'associations contre le SNU, hein, avec des rencontres au ministère, etc. Alors, comme disait Claude, une grande difficulté, c'est qu'ils vont pas y arriver. C'était une idée ancienne qui ne vient pas de Macron, hein. C'était déjà sous Sarkozy, c'était déjà ailleurs. Bon, en fait, depuis la suppression du service national, il y a une certaine nostalgie d'une partie de la population et de la classe politique française pour réintroduire quelque chose qui ressemble à ça. Mais ils auront un mal fou à y arriver, sauf circonstances exceptionnelles, hein, parce qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui, le rétablissement du service national. Alors, s'ils prennent ce choix-là, ça sera autre chose. Mais ce SNU, c'est un peu bâtard comme solution et ça ne sert à rien concrètement. Enfin, ils peuvent faire la même chose. Donc, il y a peu de chances que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. 3 milliards. Si on veut le généraliser, c'est 3 milliards, ça coûte très très cher. Donc ça, il y a beaucoup de chances que ça ne se fasse pas sous cette forme-là. Maintenant, un rétablissement même du service national militaire, ça va venir. C'est une idée qui traîne, qui a déjà été soulevée par plusieurs. Il n'y a plus de caserne. Mais il n'y a plus de caserne. Et puis l'autre chose, c'est que... Ils vont reconstruire. Oui, c'est pas si simple que ça. Et l'autre question, c'est service national. Moi, j'avais rencontré un général Germanos qui, à l'époque, en 2000, qui était responsable du service armée jeunesse.
Oui. qui a été condamné J'ai pour pédophilie rencontré. après. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais Germanos m'avait dit, une des raisons pour lesquelles on a supprimé le service national, c'est qu'on n'arrive plus à s'en sortir avec une grande partie de la jeunesse. Les problèmes d'addiction, les problèmes de drogue, les problèmes d'indiscipline, de violence, il dit on n'y arrive plus. Et puis il m'avait dit... C'est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours... Et ça s'est pas arrangé. Et il m'avait dit aussi, vous comprenez, il y a un certain nombre de jeunes à qui on n'a pas envie d'apprendre à tirer. Ah oui, ça j'imagine. On était en 2000, hein. J'en ai connu dans les années 72-73, la Révolution, hein, mouvement qui a disparu, qui était très content d'avoir fait le service militaire parce qu'ils avaient appris à tirer à la mitraillette et que ça pouvait toujours servir en cas où. Le jour où on prendrait le pouvoir. Au cas où. Donc tout ça fait que... Pour faire des braquages. Non, pas eux. Cela dit, si je peux me permettre, pour réagir à tout ça, moi personnellement, j'ai toujours considéré que la suspension du service militaire, hein, qui n'est pas sa suppression, sa suspension, un simple vote à l'Assemblée nationale peut rétablir du jour au lendemain le service militaire, ne signifiait en rien qu'il n'y avait plus rien à faire de notre point de vue, en fait. Et notamment sur les questions de défense civile non violente, de gestion non violente des conflits dans la société, que ce soit dans les familles, dans les établissements scolaires, donc des sujets qui sont au devant de l'actualité dans le débat politique aujourd'hui. Hein, la lutte contre le harcèlement, là, à 2 pas ici, à Viry-Châtillon, le Premier ministre est venu faire un discours suite à la mort d'un jeune de 15 ans, qui a envoyé des messages de drague à une fille de 15 ans, et les grands frères l'ont tabassé, et 24 heures plus tard, il est mort, en fait. Hein. Donc là, il y a des choses concrètes ici, sur ce bateau. J'ai accueilli un jeune de ce collège-là, le collège des Sablons, qui avait été exclu du collège, et en discutant avec lui, il m'a dit que le quotidien, c'est les coups physiques, et les insultes, tous les jours, en fait. Tous les jours. Donc, il y avait des féministes aussi, par rapport au respect des femmes, qui disaient qu'il fallait que dans les collèges, on mette en place un brevet de non-violence. En fait. Et moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des brevets sur la sécurité routière pour les collégiens. Donc, pourquoi pas quelques bases élémentaires, en fait. Faire de l'éducation populaire en matière de non-violence et de gestion des conflits. Et de mon point de vue, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment investi tous ensemble, toutes les associations qui veulent faire avancer l'éducation à la paix, qu'on se retrouve avec un service civique qui finalement est vécu par les jeunes comme un petit boulot dégradant, hein, avec du côté de la gauche, on regarde de travers le volontariat en disant c'est de l'exploitation de la main-d'œuvre, mais du coup on ne voit pas l'enjeu citoyen civique, notamment pour construire la paix, et ensuite une scène internationale où la relance économique par la guerre, c'est une vieille recette. Hein, et quand on provoque des guerres, il y a des profits qui ne sont pas pour tout le monde. Hein, et il y a des gens qui gardent des positions dominantes parce que c'est un argument pour dire « moi je suis indispensable », alors que les autres, ils peuvent se serrer la ceinture. Voilà. Donc, moi, personnellement, je considère que nous avons tous ensemble une responsabilité pour proposer aux jeunes une alternative à la guerre qui soit efficace en termes de sécurité. Et donc, s'approprier aussi la question de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas que les militaires d'un côté, les policiers de l'autre, qui sont quand même gardiens de la paix, dans les termes en français. Et en tant que civil, on a quelque chose à faire. Et pour moi, c'est tout à fait en phase avec tous ces débats très, très contemporains sur les violences sexistes et sexuelles, sur l'égalité homme-femme, sur la lutte contre le harcèlement scolaire, le harcèlement moral dans la société, etc. Et donc, je reste dans l'idée que nous avons un volontariat à développer autour de ces sujets-là. Et c'est pour ça que, personnellement, j'essaye
avec mes petits moyens, y compris à travers les bateaux, là, de mettre en avant l'idée d'un volontariat pour la paix. En fait. L'autre, il faut continuer le travail là-dessus. Et c'est sûr qu'il y a, et c'est pas qu'en France, hein, c'est au niveau, dans tous les pays, la question se pose. Hein, il y a du travail partout, hein, dans tous les pays, il y a de l'éducation à la paix. Notre difficulté, et c'était un peu aussi ce que, si on va reprendre tout à l'heure, c'est comment passer du témoignage de quelques-uns qui font par conviction que, comme disait des... je crois que c'est Fiquet qui disait finalement on a fait ce qu'on devait, quoi. Ce qu'on a fait, c'était simple, ça nous paraissait une évidence. C'est ce que disaient aussi tous ceux qui ont protégé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Quand on entend les témoignages du Chambon-Sérignon, c'est la même chose. Les paysans du Chambon disent on a fait ce qu'on devait, on n'est pas des héros, hein. On a fait ce qu'on devait. Et malheureusement, on regrette que tout le monde n'ait pas fait la même chose. Donc si on veut qu'il y ait plus de héros dans nos sociétés, il faut qu'on fasse passer plus largement nos valeurs, nos questionnements, et la désobéissance aussi, hein, ce qui est pas, enfin, le reflet de dire non à des lois injustes, hein, c'est ce que disait Thoreau. Voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, ça j'en suis tout à fait convaincu. Et le service pour la paix, dans le cadre d'un service civique, etc., peut être tout à fait, y compris de la formation à la défense civile. Excusez-moi, il y a une question technique. Bon, peut-être qu'il faut aller dîner, non? C'est ce qu'est en train de nous dire Sam, le sage. Et il y a certaines personnes qui ont fait de longs voyages aujourd'hui, qui n'ont pas encore mangé, qui sont fatiguées, qui devront aller dormir aussi plus tôt parce que demain matin, nous avons encore une réunion. Et donc, il faudra qu'on soit en bonne forme demain matin pour se lever. Donc, je suggère peut-être... On remercie chaleureusement Claude et mais c'était passionnant. Pour leur témoignage. Merci. Tu es d'accord, Eric?